Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très honoré que Madame Pérez-Lagasse m'ait invité pour cet événement qui a lieu dans le cadre des SISM. Donc, c'est la 35e édition cette année, les semaines d'information en santé mentale. Donc, ça fait un petit moment que ça existe. C'est vrai qu'à Châlons, c'est un petit peu moins le cas, mais bon, voilà, il faut un début à tout. Et la thématique nationale cette année, c'est en fait en mouvement pour notre santé mentale. Donc, clairement, il s'agit d'évoquer la possibilité que peut-être l'activité physique puisse, entre guillemets, contribuer, peut-être pas à l'accompagnement thérapeutique, mais au moins au rétablissement des personnes qui sont porteuses de troubles psychopathologiques. Donc voilà. Alors, même s'il existe, on va dire, une petite vingtaine, précisément 19 familles dans l'ouvrage de référence de troubles psychopathologiques, je traiterai de façon vraiment plus ciblée 2 d'entre elles, qui sont les troubles dépressifs et puis les troubles anxieux. Et la raison à cela, en fait, c'est parce que, d'une part, les troubles dépressifs et les troubles anxieux ont un impact quand même assez délétère et profond sur la qualité de vie des gens qui en souffrent au quotidien. Et puis la deuxième raison, c'est parce que depuis 5 ans environ, on va dire depuis le confinement de 2020, on observe quand même une expansion considérable de ces 2 familles de maladies psychiques dans la société française. Regardez, par exemple, ici, j'ai ramené quelques chiffres. Donc, je vais peut-être, je ne l'ai pas dit, je vais le dire maintenant, mais je ne vais pas parler très longtemps, environ 45 minutes. Et ce que je souhaite ensuite, c'est qu'on prenne peut-être 20 minutes, 25, 30 minutes, j'en sais rien, d'échange libre sur tout ce que j'aurais pu raconter. Voilà. Donc, je reviens à ces chiffres pour un peu illustrer ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il y a une expansion vraiment importante des troubles anxieux, des troubles dépressifs, puisqu'il y a 10 ans encore, la prévalence de ces troubles, c'est-à-dire l'importance de ces troubles en population générale, c'est aux alentours, on va dire, de 8% pour la dépression et autour de 10-12% pour les troubles anxieux. Aujourd'hui, vous avez une enquête, la dernière vague de l'enquête Coviprev, qui a été récemment mise en ligne. J'ai mis la référence complète en bas si vous voulez prendre une photo et puis ensuite le télécharger depuis chez vous, qui montre qu'en fait, pour les troubles anxieux, on est plutôt à 23%, c'est-à-dire 2 fois le niveau qu'on avait il y a 10 ans. Et les troubles dépressifs, on est actuellement à 16%. C'est-à-dire également 2 fois le chiffre d'il y a environ une dizaine d'années. Alors, ce sont des enquêtes qui sont des enquêtes faites à grande échelle. Les enquêtes Coviprev, en fait, elles ont été lancées en mars 2020 et elles interrogent de façon répétée des échantillons comprenant entre 2000 et 3000 personnes sur le territoire métropolitain, âgées de 18 ans et plus. Voilà. Ce sont des enquêtes répétées généralement environ toutes les 6 à 8 semaines. La dernière vague, donc, montre ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet des troubles dépressifs et au sujet des troubles anxieux déjà, ce sont des familles de maladies. Donc, il existe plusieurs maladies à l'intérieur de chacune de ces familles. En particulier dans les troubles dépressifs, il existe 2 principales maladies, ça va être la dépression majeure et la dysthymie. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand même, vous voyez bien au travers de cette liste-là qu'il s'agit de symptômes qui vont largement au-delà de juste avoir un peu de vague à l'âme ou être insatisfait de sa vie. C'est quand même beaucoup plus que ça. Alors effectivement, quand on lit un peu dans le détail, toutes les maladies du spectre dépressif, donc, contiennent comme symptôme principal la tristesse, l'humeur déprimée, c'est vrai, mais aussi l'incapacité à ressentir du plaisir. Ce qu'on appelait l'anédonie. Les gens perdent le plaisir à faire les choses. Ils ne veulent plus aller au restaurant, ils n'ont plus envie de se retrouver entre amis, ils n'ont plus de libido, etc. Des difficultés de concentration, évidemment aussi, et c'est très très présent chez les gens, c'est très envahissant chez les gens qui ont de la dépression. On pense même que c'est un facteur déclencheur, en tout cas qui va consolider la présence de la dépression, c'est le discours autodépréciatif. Les gens sont envahis par des idées d'infériorité, de culpabilité, d'incompétence, d'inutilité, voire pour certains même d'indignité. Donc ce sont vraiment des discours qu'on appelle autodévaluatifs parce que les personnes se sentent en dessous de tout, quoi, finalement. Couplé à cela, vous le voyez, il y a encore d'autres choses, puisqu'il y a le manque d'espoir par rapport à une possible amélioration de notre situation à moyen ou long terme. Les idées suicidaires qui sont généralement présentes chez 10 à 15
40% des personnes souffrant de troubles dépressifs. L'insomnie, donc ça c'est des symptômes plutôt somatiques, l'insomnie en particulier au petit matin. La fatigue chronique, qu'on va appeler apathie, vraiment une fatigue importante, chronique, qui accompagne la vie de la personne. Et puis enfin des fluctuations dans le poids ou l'appétit, ça peut être vers le bas comme vers le haut. Donc vous voyez que c'est vraiment un ensemble assez important et varié de symptômes qui vont quand même grandement miner la qualité de vie au quotidien. À côté de ça, c'est un peu sur le même modèle. Les troubles anxieux, c'est une famille de maladies dans laquelle on a principalement 3 maladies qu'on va appeler l'anxiété généralisée, le trouble panique et puis les phobies. Mais sans rentrer dans le détail de ces maladies, ce qui fait le point commun dans cette grande famille des troubles anxieux, c'est que ça va largement au-delà de juste se sentir inquiet ou stressé. Vous voyez ici beaucoup plus que ça, parce que déjà le sentiment d'angoisse est plutôt proche du malaise. Ça peut même aller vers le malaise ou l'évanouissement pour les gens qui ont des troubles paniques, par exemple. Vous avez des pensées qui vous envahissent également, qui ne sont pas tellement de l'ordre de l'infériorité ou de la culpabilité ou de la honte, mais plutôt des pensées qui relèvent du fait de se sentir pris au piège, incapable de trouver les ressources pour faire face aux problèmes qu'on rencontre. Voilà. Mais ça envahit la pensée quand même. Je ne vais pas y arriver. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Voilà. Des difficultés de concentration aussi, des comportements impulsifs. Les gens sont également assez irritables, nerveux, ont l'impression subjectivement d'être au bout du rouleau. Je ne peux plus, je vais pas arriver à faire face. Sur le plan somatique, il y a beaucoup de troubles digestifs dans les maladies anxieuses, de l'insomnie également, mais plutôt de l'insomnie d'endormissement, pas du petit matin, et des douleurs diffuses, souvent sous forme de migraines, douleurs dans la nuque en particulier. Alors j'irai pas plus loin, mais si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur les troubles anxieux, sur les troubles dépressifs, sachez qu'il y a un livre assez, comment on peut dire, international maintenant, qui est ce qu'on appelle le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, qui répertorie donc les 19 familles de troubles mentaux que j'évoquais tout à l'heure, et vous allez évidemment trouver des chapitres entièrement consacrés aux troubles dépressifs et aux troubles anxieux. Bon, alors quelques mots peut-être pour parler d'une complication qu'on a souvent chez les gens qui ont des troubles dépressifs, qu'on trouve parfois aussi chez les gens qui sont, alors j'en ai pas parlé là, mais les gens qui souffrent de bipolarité, c'est-à-dire qui ont des phases dépressives, mais qui vont alterner avec des phases d'agitation, on va dire ça pour faire simple. Les problèmes qu'on trouve, j'en ai parlé quand j'ai parlé du tableau dépressif, un problème majeur, c'est les idées suicidaires et les crises suicidaires. Donc je vais peut-être dire 2 mots à ce sujet. Qu'est-ce qu'on va appeler idéation suicidaire ou crise suicidaire? C'est en fait la progression que vous voyez ici sur cette petite figure. C'est-à-dire que les gens, au bout d'un moment, lorsqu'ils ne trouvent plus de solution à leurs problèmes récurrents, ils vont commencer par avoir des flashs suicidaires qui vont ensuite, donc ce sont des pensées rapides et brèves au sujet de peut-être un acte suicidaire qui permettrait de s'en sortir. Et puis, au fur et à mesure, ces flashs deviennent des idées qu'on a de façon plus récurrente, qui se précisent au sujet, par exemple, de la manière dont on peut s'y prendre, des circonstances dans lesquelles on pourrait l'organiser. Et puis, quand vraiment la crise s'accentue, on a ensuite des ruminations qui consistent vraiment, là, cette fois-ci, à avoir des idées récurrentes, souvent dans la journée, voire même au début de nuit ou pendant la nuit, pour enfin avoir une cristallisation, c'est-à-dire, ça y est, c'est décidé, je sais comment je vais y prendre, où ça aura lieu, comment je vais le faire. Donc ça, c'est le processus classique de ce qu'on appelle la crise suicidaire, avec évidemment le stade ultime qui va être le passage à l'acte. Donc ça fait partie, malheureusement, des gros problèmes qui ont lieu lorsque les gens sont enfoncés dans un trouble dépressif ou un trouble bipolaire aussi, depuis longtemps. Alors peut-être une diapositive rapide sur les techniques de prise en charge habituelles pour les gens qui souffrent de troubles anxieux ou les gens qui souffrent de troubles dépressifs. En première attention, je pense que vous le saviez déjà, c'est les médicaments. Contrairement à ce qu'on dit, alors les antidépresseurs, donc c'est pour les gens qui souffrent de dépression, bien sûr.
Contrairement à ce qu'on dit, c'est assez efficace. Vous avez par exemple en bas une équipe parisienne qui a publié une revue de littérature récemment, en 2021, sur le sujet justement de l'efficacité des médicaments antidépresseurs. Et ce qui ressort de cette revue de littérature, c'est ce que j'ai écrit, c'est-à-dire on observe quand même une réponse clinique, c'est-à-dire une baisse des symptômes d'au moins 50%, ce qui est pas rien, cliniquement parlant, chez 2/3 des patients qu'on va traiter par antidépresseurs. Environ 70% vont avoir une réponse clinique. Par contre, c'est vrai, et j'ai marqué un peu de façon, comme on peut dire, surlignée en gras, il faut attendre longtemps. Au moins 3 semaines. Et généralement, l'efficacité pleine, c'est plutôt 4, 5 ou 6 semaines d'attente à partir du moment où vous commencez le traitement. Ça déstabilise les gens qui sont sous traitement, puisqu'ils s'attendent à être soulagés généralement assez vite, mais ça ne vient pas tout de suite. Il faut aussi préciser que c'est révélé dans cette revue de littérature, seulement 1/3 des gens, on vous a dit à peu près 2/3 sont guéris, vont beaucoup mieux en tout cas quand ils prennent des antidépresseurs, mais pour 1/3, il faut multiplier les traitements. C'est-à-dire que ça ne va pas marcher tout de suite avec le premier traitement. Il faut peut-être en essayer un deuxième. Puis si ça ne marche toujours pas, un troisième. Et voilà, au final, on arrive quand même à ce résultat qui, moi je crois, peut nous laisser un espoir. C'est que la prise en charge par les médicaments, c'est quand même bien mieux qu'un placebo, contrairement à ce qu'on a pu entendre de la bouche de certains journalistes. Alors pour les troubles anxieux, la classe de médicaments qu'on prescrit, ça s'appelle souvent les anxiolytiques, et ça utilise comme molécules les benzodiazépines, donc on les appelle les benzodiazépines aussi, ces médicaments-là. De la même façon, il y a une équipe française qui, dans les annales médico-psychologiques en 2021, a publié une revue de littérature complète sur l'efficacité des anxiolytiques. Et dans cette revue de littérature, ce qu'on lit, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on trouve une réponse clinique, c'est-à-dire une diminution des symptômes d'anxiété de au moins la moitié, pour 2/3 des patients environ. Alors là, il y a des problèmes aussi par rapport aux anxiolytiques, mais ce sont des problèmes différents par rapport aux antidépresseurs. C'est en fait, lorsque vous prolongez le traitement au-delà de 4 semaines, il y a des problèmes de tolérance. C'est-à-dire que pour avoir le même effet, il va falloir que vous augmentiez grandement la dose que vous prenez. Et puis il y aura aussi des problèmes de sevrage. C'est-à-dire que si vous décidez d'arrêter, ça ne pourra pas se faire d'un coup, mais de manière vraiment progressive, sans quoi vous avez un état de manque avec possiblement des tremblements ou peut-être même des phases un peu de confusion. Donc voilà, ça c'est un problème assez important. On utilise souvent les anxiolytiques plutôt comme traitement d'appoint, et puis ensuite on propose d'autres prises en charge. Alors dans les autres prises en charge, peut-être j'en ai cité quelques-unes. Toujours dans le domaine un peu biomédical, vous avez une prise en charge qui est proposée aux gens qui ont des formes résistantes de dépression, c'est-à-dire les gens pour qui les traitements médicamenteux ont échoué. Ça s'appelle ECT ou également sismothérapie. Grosso modo, ça implique que la personne soit anesthésiée, une anesthésie générale, mais qui ne dure pas très longtemps, qui dure une petite trentaine de minutes. On fait ça en ambulatoire, sur une demi-journée généralement. Et puis les gens, on leur applique un choc électrique sur les tempes, alors soit en monotemporal, soit en bitemporal, mais bien souvent c'est sur les deux tempes, afin de créer une crise de convulsion, comme si on faisait une crise d'épilepsie. Et il faut que ça dure à peu près 40 secondes, 50 secondes, et on répète ça 3, 4, 5 fois pendant l'anesthésie. Et pour une raison qui n'est pas encore très claire, en fait, les scientifiques n'arrivent pas vraiment à expliquer pourquoi, mais ça fonctionne très bien pour guérir les dépressions résistantes, assez vite. Ça s'appelle ECT ou sismothérapie. Il y a également la stimulation magnétique transcrânienne qui n'est pas invasive du coup, ça ne nécessite pas qu'on soit endormi, et qui utilise le courant électromagnétique d'une bobine qu'on va placer sur des régions particulières du cerveau, en particulier de manière plus spécifique sur une zone du cortex préfrontal qui est par ici, et dont on sait qu'elle est anormalement peu active chez les gens qui ont un trouble dépressif. Donc c'est souvent utilisé pour les gens qui ont des troubles dépressifs, le RTMS. Ça s'appelle le cortex préfrontal dorsolatéral, si vous voulez regarder sur Internet, mais on sait que cette zone-là, elle est anormalement peu active chez les gens déprimés. Et donc on va essayer artificiellement, avec un courant électromagnétique, de réactiver cette zone. Alors ça fonctionne sur des séances de 30 minutes.
c'est des trains de stimulation électromagnétique qui sont sur 10 Hz. Donc, vous avez 10 impulsions par seconde. Et puis, on vous stimule 4 secondes. Après, vous récupérez 26 secondes. Donc, ça fait une tranche de 30 secondes. Puis, on recommence ça pendant environ une demi-heure. Et on fait ça 3 à 5 fois par semaine. Et généralement, au bout de 30 séances, on a des effets documentés par la recherche, en tout cas. Et puis, même si ça ne se pratique que très peu en France, il y a beaucoup de pays, en particulier en Angleterre, mais aussi dans quelques pays du Benelux, on propose des cures de privation de sommeil aux gens qui ont des troubles dépressifs. Et alors, des cures de privation de sommeil sous supervision médicale, hein, en milieu hospitalier. Et en fait, on vous accueille une après-midi, généralement vers 16-17 heures, puis après, on vous empêche de dormir la nuit qui arrive. Donc, vous faites votre fin d'après-midi, puis après, on vous empêche de dormir. Vous faites votre journée complète le lendemain. Voilà. Vous rentrez chez vous vers 17-18 heures, et puis ensuite, on vous autorise à vous coucher à partir de 20 heures. Donc, en fait, vous avez fait, grosso modo, 36 heures sans dormir. Voilà. Et c'est efficace sur une courte durée, c'est-à-dire que pendant 15 jours, on a vraiment des effets antidépresseurs documentés aussi par la recherche, mais ça s'estompe par contre assez vite. Hein. Je disais, au bout de 10-15 jours, généralement, l'effet n'est plus perceptible. Voilà. Évidemment, on a aussi dans l'arsenal des techniques qu'on peut mettre en œuvre pour accompagner les personnes qui souffrent d'anxiété ou de dépression. On a les TCC, ça veut dire donc thérapie comportementale et cognitive. Alors, oui, c'est utilisé depuis une 50aine d'années. C'est pareil, ce sont des thérapies généralement courtes, qui font entre 15 et 30 séances. Et puis, on va apprendre, par exemple, dans les thérapies cognitives, on va restructurer les pensées des gens. Parce que souvent, les gens qui souffrent d'anxiété ou de dépression, ils ont ce qu'on appelle des biais cognitifs. Ils ont des biais d'interprétation de la réalité. Alors, il y a plusieurs que je peux vous citer. Par exemple, le biais d'étiquetage. C'est-à-dire, on va formuler un avis négatif et définitif, en plus, sur soi-même, bien souvent, ou sur une tierce personne, à partir de simplement l'observation d'une situation à un moment T. On va regarder ce qui se passe, et puis à partir de ce qu'on voit, ah bah non, bah, de toute façon, j'y suis pas arrivé, je suis nul, de toute façon, je suis vraiment... On peut aussi utiliser ce processus-là pour qualifier quelqu'un d'autre, hein, le juger de façon négative, mais ça nous concerne aussi très souvent nous-mêmes, et c'est vrai que quand on a ce biais cognitif d'étiquetage, bah, ça enfonce les gens souvent hein, dans la dépression, bien sûr. On a aussi un autre biais qui est très connu, qui est le biais du raisonnement dichotomique, qui grosso modo veut dire la loi du tout ou rien. Alors pareil, ça c'est très commun chez les gens qui vont développer des troubles anxieux. Par exemple, si une situation n'est pas sûre à 100%, ça veut dire qu'elle est dangereuse. Il faut que les gens contrôlent tout à 100%, sinon il y a risque, ça va pas aller. Donc les gens développent des symptômes anxieux à cause de ça. Ou aussi les gens qui disent je sens des palpitations, donc ça veut dire que je vais faire un accident cardiaque. Vous voyez, ça c'est le raisonnement dichotomique, loi du tout ou rien. Le but des thérapies cognitives, c'est de réapprendre aux gens que peut-être que c'est pas tout à fait rationnel la manière dont vous pensez, et qu'on pourrait penser différemment, et certainement que ça vous soulagerait. Voilà. Alors, bon, on est maintenant ici, surtout pour parler, je le disais dès le début, de l'intérêt potentiel de l'activité physique, de la mise en mouvement, si vous voulez, pour l'accompagnement thérapeutique ou le rétablissement des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et c'est vrai, il y a des raisons qui ont amené mes collègues à penser, depuis les 20 dernières années, il y a des raisons qui les ont amenés à penser que ça pourrait être intéressant. Alors ces raisons, ça relève de différents mécanismes. Je vais vous en présenter quelques-uns, sans rentrer trop dans le détail. Mais sachez par exemple qu'il y a un modèle récent de 2021 également, de Smith et Merwin, qu'on peut trouver. Alors il faut lire en anglais par contre, mais c'est dans une revue scientifique qui s'appelle Annual Review of Medicine. Et eux, en fait, ils expliquent pourquoi faire de l'activité physique permettrait aux gens qui ont des problèmes de santé mentale d'aller mieux. En fait, ils ont proposé, ici sur ce modèle que je ne vais pas présenter de façon exhaustive, hein, ils ont proposé plusieurs causes possibles, c'est-à-dire des raisons qui permettent de comprendre comment le sport réduit les symptômes qui déclenchent ou qui entretiennent un trouble dépressif, un trouble anxieux. Regardons rapidement. Peut-être d'abord, on peut voir que l'activité physique, je vais prendre la flèche qui va vers le bas. L'activité physique permet un renouvellement des stratégies de faire face.
Alors, qu'est-ce que mes collègues ont voulu dire par là? Déjà, qu'est-ce que c'est une stratégie de faire face? Grosso modo, c'est ce que vous faites, ce que je fais aussi, pour gérer les petits ou les gros tracas de la vie de tous les jours. Comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on met en œuvre? Alors, il y a des gens, quand ils sont embêtés, qu'ils ont une facture importante, ils n'avaient pas pensé, ou j'ai ça à payer, quelle horreur, ou j'ai un rappel sur mes impôts, ou bon, alors ils essayent de faire face à ça, peut-être en faisant du shopping. Je vais oublier ça quelques instants, je vais marcher, faire les magasins, je vais penser à autre chose. D'autres personnes, ça va être différent, ils vont peut-être appeler des connaissances proches pour leur expliquer la situation. Est-ce que tu peux pas m'aider à me dépanner peut-être temporairement, m'avancer de l'argent, je dois beaucoup d'argent. Bref, chacun a sa façon, en fait, de faire face à ces petits ou ces gros tracas de notre vie de tous les jours. C'est ça qu'on appelle les stratégies de faire face. Bon, alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que chez les gens qui souffrent de troubles psychopathologiques, donc de troubles mentaux, on a généralement un répertoire assez peu diversifié et également peu adapté de stratégies de faire face. Les gens utilisent tout le temps la même chose, plus ou moins, et c'est généralement mal adapté aux problèmes qu'ils rencontrent. Qu'est-ce qui se passe quand on fait faire de l'activité physique? Bien souvent, c'est pas systématique, mais c'est quand même assez régulier. L'activité physique va se pratiquer avec d'autres personnes, en petits groupes. Vous allez voir, moi je vais vous présenter des recherches que j'ai menées localement, c'est comme ça que ça s'est fait dans des petits groupes. Et quand on fait de l'activité physique en petits groupes, inévitablement, à un moment donné, on parle aux gens. Et parler aux gens, c'est justement se donner l'opportunité de découvrir comment les gens font quand ils rencontrent leurs problèmes à eux. Et c'est ça, en fait, qui a amené mes collègues à dire, mais quand on fait ça, l'activité physique en groupe, on va entrer en interaction avec des gens qui vont peut-être nous aider à trouver des solutions aux problèmes qu'on rencontre, nous, dans notre vie, parce qu'eux, on les ont déjà vécus et les ont affrontés différemment, peut-être mieux que nous. Et du coup, ça enrichit notre panel de stratégies de faire face et ça nous aide nous-mêmes à aller mieux et à faire face. Donc ça, c'est un des mécanismes qui est proposé. Peut-être rapidement celui-ci. Donc il est proposé aussi que faire de l'activité physique va accroître le sentiment d'efficacité. J'en ai parlé tout à l'heure quand je vous ai présenté les symptômes qui définissent le trouble dépressif. Dans la liste des symptômes, il y a ce qu'on appelle le discours auto-dépréciatif. Les gens se sentent nuls. J'y arriverai pas, j'arrive à rien, je suis incompétent, c'est honteux, c'est nul, je suis moins bien que les autres. Ouais, c'est ça, le discours autodépréciatif. Lorsque on me demande, lorsque moi, par exemple, dans mes travaux, parce que ça fait une vingtaine d'années maintenant que je fais ce métier, lorsqu'on dit aux gens qui souffrent de troubles dépressifs, tiens, est-ce que ça vous dit pas de participer à une recherche qui va durer quelques semaines? On va faire 2, 3, peut-être 4 fois par semaine de l'activité physique, mais attention, hein, l'activité physique correspondant à votre niveau de condition physique. Bon. Les gens, quand même, ils ont un doute au début. Les gens, la plupart du temps, leur réaction, c'est de dire « Ah non, monsieur Legrand, vous y pensez pas, je suis pas capable, je suis pas sportif. » Ou « Je suis pas sportive. » Parce que dans l'inconscient collectif, être sportif, c'est être comme ceux qu'on voit à la télévision, c'est-à-dire musclé, les abdos visibles, jeunes. Et on pense qu'il faut être comme ça pour pouvoir faire de l'activité physique, ce qui est faux. Tout le monde peut, en fait, même à un âge avancé, pratiquer une activité physique, à condition, bien sûr, que cette activité elle soit modérée à la fois en termes de durée et en termes d'intensité. Alors, ce qu'on va appeler modéré en termes de durée, c'est généralement des séances comprises entre 15 minutes et 45 minutes, rarement plus que ça, sauf cas exceptionnel sur des jeunes personnes qui sont déjà un peu physiquement actives, mais souvent c'est de 15 minutes à 45 minutes, maximum par séance. Et l'intensité modérée, c'est ce qui va être entre 60 et 80%, grosso modo, de la fréquence cardiaque maximale des gens. Alors, comment on sait notre fréquence cardiaque maximale? On n'a pas besoin de faire de test d'effort. Hein. On peut appliquer une formule toute simple qui est grosso modo 220 moins votre âge. Et vous avez à peu près votre fréquence cardiaque maximale. Donc, quand on connaît la fréquence cardiaque maximale des uns et des autres, ce qu'on fait généralement, on leur achète, ça coûte 15 € hein, maintenant dans le commerce, ce qu'on appelle un cardio-fréquence-mètre. Donc, on met une montre, une ceinture thoracique qui capte la fréquence cardiaque et on voit notre fréquence cardiaque sur la montre. Et on peut régler la montre en plus pour que ça sonne si la personne va au-dessus de ce qu'on veut. Donc, c'est facile en fait. On dit aux gens tout simplement, voilà, je vous installe un dispositif, il ne faut pas que ça sonne. Si ça sonne, c'est que vous allez trop vite, donc vous ralentissez. Donc si vous étiez en train de courir, vous marchez. Voilà. Quand on respecte cette condition-là,
C'est-à-dire qu'on fait faire du sport, enfin de l'activité physique, à intensité modérée et sur des durées modérées, les gens y arrivent. Et ça, c'est une grande révolution intérieure pour eux. Parce que je le rappelle, les personnes déprimées sont souvent des gens, même presque tout le temps, des gens qui se sentent inaptes, incapables de faire ce qu'on leur demande de faire. Non, vous n'y pensez pas, j'y arriverai pas. Et puis finalement, en fait, oui, elles découvrent qu'elles y arrivent. Et de ce fait, ça vient, si vous voulez, court-circuiter une des principales raisons pour lesquelles les gens continuent à déprimer, ou une des principales raisons pour lesquelles les gens sont entrés en dépression, c'est-à-dire je me sens vraiment en dessous de tout. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième raison possible. Évidemment, il y a des causes qui sont de nature plutôt biochimique. Et en particulier, il y a beaucoup de travaux qui démontrent que faire de l'activité physique va permettre d'accroître la synthèse cérébrale, c'est-à-dire la production dans votre cerveau, à l'intérieur même de votre cerveau, de certains neurotransmetteurs, c'est-à-dire grosso modo les molécules qui permettent aux neurones de communiquer les uns avec les autres, et en particulier un neurotransmetteur qui est la sérotonine. C'est tout à fait important de citer la sérotonine. Pourquoi ? Parce qu'on sait que parmi les gens qui ont des troubles anxieux et des troubles dépressifs, il y a, et surtout les troubles dépressifs, il y a un déficit important de production cérébrale de sérotonine. D'ailleurs, la plupart des traitements médicamenteux visent à accroître la production de sérotonine cérébrale. Regardez par exemple ici, c'est indiqué par un communiqué, cet extrait là du rapport de l'INSERM, dont j'ai mis l'adresse complète en bas. J'ai encadré ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire que chez les personnes qui souffrent de dépression, d'attaque de panique, c'est-à-dire c'est une forme de trouble anxieux, d'anxiété généralisée ou de phobie, un traitement qui permet d'augmenter le niveau de sérotonine réduit ces pathologies. C'est connu. Par exemple, le Prozac fait ça pour les gens qui souffrent de dépression. La buspirone fait ça pour ceux qui ont des troubles anxieux. On recommande souvent la buspirone. Alors, comment est-ce qu'on sait, c'est la question que peut-être vous êtes en train de vous poser, comment est-ce qu'on sait que faire de l'activité physique va accroître la production de sérotonine intracérébrale ? On le sait par des modèles animaux, en fait. On a des équipes de recherche, en particulier des Belges. Je vais vous montrer un exemple ici. Une équipe de Romain Moïsen en Belgique qui travaille sur des rats. Et effectivement, sur le rat, on peut faire des mesures de ce qui se passe dans le cerveau pendant qu'on fait faire du sport au rat. Alors, comment on fait ça ? Enfin, je ne suis pas dedans, moi. Je ne fais pas ce genre de choses, mais des collègues le font. Donc, on va immobiliser le rat, ici, vous voyez, au collet. On va le mettre sur un tapis qui défile. C'est un tapis motorisé. On va faire en sorte que la vitesse corresponde à une intensité d'effort modérée pour le rat. C'est-à-dire, là, c'est 12 mètres par minute, il me semble. J'ai dû le marquer en bas, voilà. Et on va les faire s'exercer de manière forcée, comme ça, pendant 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Là, c'est une étude qui a fait faire 1 heure d'effort physique. Donc, ça reproduit, si vous voulez, sur un animal, ce qu'est une activité physique d'intensité modérée chez l'homme. Voilà. L'intérêt, c'est qu'avec les animaux, on peut faire des prélèvements in situ, donc dans le cerveau, des modifications de concentration de certains neurotransmetteurs directement, à l'aide d'une technique qui s'appelle la microdialyse intracérébrale. Donc on implante, vous voyez, une petite sonde dans différentes régions du cerveau, celle qu'on choisit. Là en particulier, ça va être le système limbique qui est impliqué grandement dans la régulation de l'humeur. Et on va regarder ce qui se passe en termes de changement de production, libération de sérotonine, dopamine, noradrénaline également. Donc là, en fait, c'est une famille de neurotransmetteurs qui est la même famille, la famille des monoamines. Mais nous, on va s'intéresser surtout à la sérotonine pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Alors, regardons ce qui se passe quand on fait une étude sur des rats qui ont fait un exercice physique forcé pendant 1 heure à intensité moyenne. Vous avez ici la concentration en jaune de dopamine, en orange de noradrénaline, et la sérotonine, c'est en bleu. Alors, on va regarder la barre bleue. Donc là, c'est au repos. Avant de commencer l'effort physique, on a mesuré pour que ça fasse un repère à 100 points. Voilà. Après 1 heure d'effort, vous avez ici la deuxième série là, de barres, et vous regardez celle qui est en bleu, on est à 175%. Autrement dit, il y a donc un accroissement de 75% de la production et de la libération de sérotonine intracérébrale, immédiatement après l'effort physique. Ensuite, là, on est à 40 minutes après la fin de l'effort physique. Le niveau de sérotonine est toujours bien plus élevé que la mesure de base, parce qu'on est à 155%. C'est la même chose 60 minutes après la fin de l'effort physique, on est toujours à 160%. Et en fait, quand on regarde ce graphique, on voit que jusqu'à peu près 100 minutes après la fin de l'effort, c'est-à-dire environ 1h30, on a une présence accrue d'environ 50-60% de
libération de sérotonine dans le milieu intracérébral chez le rat. Alors on pense que chez l'homme ça marche pareil, on ne sait pas, hein. Peut-être que non. Mais la raison pour laquelle mes collègues font ces travaux sur l'animal, c'est parce qu'ils pensent qu'il y a une analogie avec le fonctionnement du cerveau humain. Donc voilà, la raison pour laquelle, tout à l'heure dans la diapositive, j'ai marqué « faire de l'activité physique va accroître la production intracérébrale de sérotonine », ce qui devrait normalement avoir plus ou moins le même effet que quand on place quelqu'un sous un traitement qui augmente la sérotonine, tel que la buspirone ou tel que le Prozac. Bon, voilà, tout ça, c'est bien beau, mais enfin, c'est de la théorie. Est-ce que réellement, dans les faits, ça marche? Est-ce que faire de l'activité physique chez des gens qui ont des problèmes de santé mentale, des vrais gens, des vraies personnes, des vrais humains, est-ce que ça les soulage? Oui, non, peut-être. Alors, on va regarder, justement, les résultats de quelques travaux de recherche que j'ai menés localement. Je vous le disais, ça fait maintenant, depuis 2001, donc ça fait 24 ans presque, que je fais ce métier-là à l'université de Reims. Et donc, j'ai mené un certain nombre de travaux. Alors, peut-être vous dire tout de suite que les travaux que je vais présenter sont des travaux qui sont déjà publiés, puisque dans le domaine de la recherche scientifique, on va considérer qu'une étude devient une recherche à partir du moment où elle est publiée par une revue généralement de premier quartile, c'est-à-dire les 25% des meilleures revues mondiales du domaine. C'est comme ça qu'on nous demande de faire. Donc là, je vais vous présenter deux études qui répondent à cette exigence-là. La première, c'est une qui a été menée à l'EPSM de Châlons-en-Champagne en 2016, et l'autre qui va suivre, c'est une qui a été menée à la maison d'arrêt, qui est juste au-dessus de la rue Lyon-Bourgeois. Alors cette première recherche, elle a impliqué, vous le voyez, 35 participants qui avaient été hospitalisés pour cause de troubles dépressifs sévères. Donc hospitalisés à l'EPSM. La moyenne d'âge, 45 ans, donc des adultes d'âge moyen. Et sur les 35, il y avait un peu plus de femmes que d'hommes, puisqu'il y avait 25 femmes pour 10 hommes. Il est important de signaler que toutes ces personnes étaient en fait au tout début de leur traitement médicamenteux. C'est-à-dire que ça faisait maximum 15 jours qu'ils prenaient leur traitement. Mais la plupart d'entre eux, en fait, ça faisait une semaine ou moins d'une semaine. C'est important de le signaler parce que, je l'ai dit tout à l'heure, un traitement médicamenteux, surtout antidépresseur en fait, ne va pas avoir d'action immédiate de soulagement. Il faut généralement attendre 4 semaines. Ce qui laisse très souvent le personnel soignant un peu dans le désarroi, parce que les patients, ils sont là, ils ont leur souffrance, et puis malheureusement, on leur donne les médicaments, mais ils ne sont pas tout de suite soulagés. Donc le personnel soignant est un peu... elle n'a pas vraiment de moyens d'action pour gérer cette souffrance à ce moment-là. Et donc nous, on a choisi de regarder ce qui se passe si on fait faire du sport à ce moment-là, dans le tout début d'une cure. Donc ces 35 personnes, vous le voyez, on les a réparties au hasard. C'est un peu comme ça qu'on doit faire quand on fait de la recherche scientifique. On fait ce qu'on appelle une randomisation, c'est-à-dire on répartit, non pas en fonction des volontaires. Ah moi je veux bien faire sport, moi aussi. Et puis moi non, je préfère pas en faire. Non, on fait pas comme ça. Sinon, si on fait ça, on prend le risque que ceux qui veulent faire du sport, c'est ceux qui s'attendent déjà à ce que le sport ait un effet favorable. Donc non, ça trompe les résultats. Alors on répartit au hasard. Ce qu'on a fait là. Donc il y en a 14 sur les 35 qui se sont retrouvés dans un groupe sport qu'on va appeler AE, puisqu'en anglais, Aerobic Exercise, ça veut dire exercice d'endurance en fait. Donc ils ont fait chaque jour pendant 10 jours. On venait le soir, on leur faisait faire 30 minutes, enfin entre 20 et 30 minutes. Marche rapide, course à pied, un peu des deux. Contrôlé, avec la fréquence cardiaque, bien sûr. Ensuite, il y en a 11 autres qui ont fait un semblant de sport. Je l'appelais sport placebo. On leur a fait croire qu'ils faisaient du sport. Donc on leur demandait de venir en tenue de sport, avec des baskets, un survêtement. Le PSM nous avait prêté une salle, c'était à U4, je crois. Et ils devaient venir dans cette salle, il y avait des tapis de sol, et on leur proposait en fait du stretching. Donc c'est pas de l'activité physique, le stretching, pourquoi? Parce que pour être considéré comme physique, une activité doit comporter une dépense énergétique au moins 2 à 3 fois supérieure à celle du repos. Sinon, c'est pas de l'activité physique. Donc le stretching n'est pas de l'activité physique. La marche lente non plus d'ailleurs. Marcher à moins de 3 km/h, c'est pas de l'activité physique. Bon, bref. Donc on a fait faire du sport placebo pendant 10 jours à 11 des 35 patients. Et enfin, les 10 derniers, eux, ils étaient dans ce qu'on appelle une liste d'attente, c'est-à-dire qu'on leur dit, excusez-nous, mais pour l'instant, il n'y a pas de place, ni dans le premier, ni dans le deuxième groupe. Donc, juste vous recevez les soins habituels de l'EPSM, et puis on verra plus tard. Donc, pour nous, ça correspondait à ce qu'on a besoin aussi de ça, un groupe contrôle. C'est-à-dire un groupe de gens
qui ne font rien d'autre que ce qu'ils ont l'habitude de recevoir, en fait, comme soin. Alors, les séances de sport, elles avaient lieu chaque soir de 17h à 17h45 dans l'enceinte, dans le parc de l'EPSM qui vous sera ouvert demain. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Voilà. Et donc, 20 à 40 minutes, les premières séances étaient plutôt 20, les dernières séances étaient plutôt 40. Et l'intensité de l'effort était contrôlée, je l'ai dit. Là, c'est vrai que la vraie formule, c'est plus de 220 mois je mets 208 moins 0,8 fois l'âge, mais grosso modo, ça revient au même. Hein. Le moniteur, c'était moi. Et puis la taille des groupes, en moyenne, c'était 3 à 4 personnes. À chaque fois, je venais, il y avait des mini-groupes de 3 à 4 personnes. Voilà. Le stretching, c'était la même chose, sauf que c'était en salle, aux mêmes horaires, la même durée, sur un tapis, comme je l'ai dit. On faisait des étirements de différents groupes musculaires dans le dos, le tronc, les épaules, les jambes. J'animais les groupes et la taille moyenne des groupes était identique aussi. Et bien sûr, on autorisait à chaque fois la discussion. On avait des petites bouteilles d'eau aussi que je mettais à disposition des gens. Donc voilà. Chaque personne dans cette étude, même ceux qui n'ont rien fait, hein, même ceux de la liste d'attente, toutes les personnes en fait, les 35, ils devaient remplir ce questionnaire qui s'appelle l'inventaire de Beck, BDI. Ce questionnaire, je vous ai montré le recto, mais sachez qu'il y a un verso. Il y a 21 questions. Et on répond à chaque fois en fonction de comment on s'est senti sur les 5, 6, 7 derniers jours. Voilà, donc il y a la tristesse, pessimisme, etc., sentiment d'inutilité. Bref, je ne vais pas faire le listing. Une fois qu'on a les réponses à toutes les questions, on calcule le score. C'est-à-dire, on fait la somme des réponses sur chaque question. Vous voyez, la question 1, on peut en trouver les réponses 0, ou la 1, ou la 2, ou la 3. Et c'est pareil pour toutes les autres questions. Donc, grosso modo, si on fait le calcul, si on a répondu 0 aux 21 questions, on a 0 au total. Si on a répondu 3 à toutes les questions, on a 3 fois 21, c'est-à-dire 63 au total. Donc, ça va de 0 à 63. Et ça s'interprète comme ça. Si vous avez moins de 14 points au final, il n'y a pas de présence de symptômes dépressifs. Entre 15, on va dire, à peu près 15 et 20 points, le niveau de dépression, on le qualifie de mineur. À partir de 20 jusqu'à 30, il est moyen, et au-dessus de 30, la dépression est qualifiée de sévère. Donc ce questionnaire-là, ça prend à peu près 2 minutes à remplir, 2-3 minutes, on l'a fait faire la veille de notre étude et le lendemain de notre étude. Notre étude a duré 10 jours. On a fait ça 10 jours d'affilée. Alors maintenant, je vous montre les résultats. Donc, vous avez ici le groupe qui a fait le vrai sport, AE groupe. Ici, le ST groupe, c'est le groupe qui a fait du stretching, c'est-à-dire le sport placebo. Et là, vous avez no intervention, c'est-à-dire le groupe qui n'a rien fait. En noir, c'est avant les 10 jours. En gris, c'est après les 10 jours. Alors, on va déjà regarder le niveau de démarrage. Toutes les barres noires, on voit bien qu'elles sont au-dessus de 35 points. Donc, c'est un niveau de dépression sévère, hein, c'est ce que je vous avais dit. Hein. Les gens qui sont hospitalisés pour troubles dépressifs, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est des symptômes sévères. Maintenant, comment les symptômes ont baissé? On voit qu'ici, c'est passé en 10 jours, hein, de 36 points à 18-19 points pour ceux qui ont fait du vrai sport. Ça fait moins 47% en fait, quand on regarde en quantité. J'expliquerai tout à l'heure la petite lettre P. Pour le deuxième groupe, on a une baisse aussi qui est un peu inférieure, qui est de 26%. C'est-à-dire ils ont fait un faux sport, et ils ont cru qu'ils faisaient du sport, mais en fait, ce ne s'en était pas. Il y a quand même une baisse de 26%. Et le dernier groupe, par contre, la baisse, elle est de 16%, et là, c'est une lettre P qui est, par contre, supérieure à 0,05. Alors, je ne vais pas vous assommer avec ça, hein, d'un détail technique, mais quand on fait de la recherche, si on voit une petite lettre P, pour laquelle la valeur est plus petite que 0,05, ça veut dire que c'est un vrai changement. Si par contre, vous avez une valeur de P qui est plus grande que 0,05, c'est un changement qu'on va qualifier d'anecdotique, qui n'est pas dû à vous, qui n'est pas dû à votre intervention. Donc là, clairement, on a 2 changements sur 3 pour qui on a un effet de ce qu'on a fait, mais celui où c'est le plus marqué, c'est celui-là, hein, quand même. Voilà. Parce que souvent, on me dit, oui, mais M. Legrand, si vous faites faire autre chose que du sport, genre de la couture, genre de la lecture, peut-être qu'il y a un effet antidépresseur. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On a essayé de faire un placebo. Et oui, effectivement, il y a un effet. Mais il est de 26%. Alors, je peux faire du coup la différence. Il y a quand même 21% de baisse supplémentaire de symptômes de dépression si je fais du vrai sport comparativement à l'activité placebo, en fait. Bon, voilà cette première étude que je voulais porter à votre connaissance.
Alors, il y en a une seconde dont je voulais parler. C'est celle-ci qui a été menée en 2020, publiée en 2020, menée un petit peu avant, à la maison d'arrêt, juste au-dessus. Et cette fois-ci, c'est sur des détenus qui faisaient de la prison pour la première fois de leur vie, ce qu'on appelle des primo-incarcérés. Donc des gens qui ne connaissent pas le milieu carcéral et qui se retrouvent en prison. Alors, moi, je connaissais pas trop non plus, d'ailleurs, avant d'y aller. Et c'est vrai que c'est un milieu impressionnant. Parce que, on en parle souvent aux informations, hein, il y a 60 000 places de prison en France, mais 79 000 détenus. Donc, inévitablement, il y a des conditions de promiscuité qui sont présentes. On vit à 2, 3, 4 détenus par cellule. C'est petit, une cellule. Je ne pensais pas que c'était aussi petit que ça. Et ça crée forcément de l'angoisse chez certains d'entre eux. Donc nous, on a été reçus par l'administration pénitentiaire. On a eu un petit financement de la part de l'Agence régionale de santé. Et on a dit, voilà, nous, on serait intéressés pour voir si peut-être les détenus les plus anxieux, vous pouviez nous les adresser. On sait que probablement faire du sport va les aider à s'adapter. Parce que des gens anxieux, c'est dangereux. Parce que vous avez vu, il y a des comportements impulsifs quand on est anxieux. Donc l'impulsivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils sont imprévisibles. Ils peuvent se mettre à se scarifier ou à taper quelqu'un d'autre ou peut-être même à faire des tentatives de suicide en prison. Il y en a assez régulièrement. Donc voilà, l'administration pénitentiaire nous a adressé, ils ont fait une liste avec le SMPR, le service médico-psychologique régional. Ils nous ont adressé en fait un listing de 37 détenus anxieux, mais avec vraiment un trouble anxieux massif. Et en moyenne d'âge, ils étaient 35 ans. C'était tous des garçons, parce qu'on n'en a pas le droit quand on est un homme, on ne peut pas travailler dans le quartier des femmes en prison. Donc voilà, 35 ans, et on avait une salle qui nous était prêtée dans la maison d'arrêt de Châlons, et nous avons fait une étude de 6 semaines. Donc une intervention qui a duré plus longtemps que le PSN, 6 semaines complètes. Les 37 détenus, on les a répartis au hasard en 2 groupes. Il y a un premier groupe qui a fait du sport, vous allez voir, c'est du cross-training, crossfit, on appelle ça. Je vais vous montrer ce qu'on fait. Il y avait 20 personnes sur les 37 qui ont fait ça. Pendant 6 semaines. Donc vous allez voir, c'était un entraînement assez intensif. C'est pour ça qu'on a appelé ça HIT, High Intensity Training, ça veut dire vraiment un entraînement physique assez intensif. 3 séances, 45 minutes par séance, 40 minutes. Et oui, le crossfit, c'est intensif quand même. On va voir quels exercices on faisait. Et les autres, c'était notre groupe contrôle. Donc 17 personnes. Alors on n'a pas fait de groupe placebo, là, parce que on avait déjà fait à l'étude d'avant. On a vu que quand on compare placebo avec vrai sport, c'est le vrai sport qui marche le mieux quand même. Et donc le sport en question, c'était 3 fois par semaine, 40-45 minutes, comme je vous disais, dans une grande salle. Et il y avait 12 exercices à faire que je vous ai mis en photo. Enfin en photo, en dessin. Donc en fait, on faut le lire le dessin de gauche à droite sur la première ligne, puis après deuxième ligne de gauche à droite et dernière ligne de gauche à droite. Donc on faisait chaque exercice pendant 1 minute 30 à intensité assez élevée. Donc j'étais le moniteur, j'avais entre 4 et 6 ou 7 détenus. Il n'y avait pas de surveillant, j'avais un talkie-walkie qui me reliait au bureau des surveillants. Et puis je faisais faire 1 minute 30 d'efforts physiques assez importants sur le premier exercice. Donc vous savez, c'est quand on saute sur place. Et puis, voilà, on fait ça, quoi. 1 minute 30. Donc, au bout de 30 secondes, c'est déjà long. On est déjà un peu essoufflé. Voilà. Donc, ça s'appelle le jumping jack. Ensuite, quand on a fini, on se reposait 1 minute 30. Puis, après, on reprenait un deuxième exercice qui, cette fois-ci, était la chaise romaine. C'est-à-dire, on se met avec les genoux pliés à 90 degrés, comme ça, sur le mur. Et puis, on attend 1 minute 30. Donc c'est pareil, pendant 30 secondes, ça va, puis après c'est long, ça fait mal. Oui. Ensuite, une fois que c'était fini, on récupérait de nouveau, on se reposait le 1 minute 30, et on enchaînait comme ça les 12 exercices que vous voyez là. Ce qui en tout prenait donc, on va dire 3 minutes par exercice, 1 minute 30 d'effort, 1 minute 30 de repos, donc 3 minutes x 12, 36 minutes. Il y avait quelques minutes d'échauffement articulaire avant, et 2-3 minutes d'étirement après, ce qui fait des séances de 40-45 minutes. Voilà. Répété 3 fois par semaine. J'ai mis un truc que j'ai pas précisé. On a eu une participation totale. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun abandon. Pourquoi? Parce qu'en fait, on promettait, ce qu'on a fait, un certificat de participation signé de la main du président de l'Université de Reims si la personne allait au bout du programme. Et ça, les détenus pouvaient s'en servir auprès d'un juge d'application des peines pour avoir ce qu'on appelle une RPS, une réduction de peine supplémentaire.
Donc les gens étaient vraiment motivés en fait pour aller au bout du processus. Alors là aussi, on a mesuré, bien sûr, avec un questionnaire adapté, le niveau d'anxiété de chaque participant, c'est-à-dire ceux du groupe sport et ceux du groupe liste d'attente. Le questionnaire que nous utilisons pour faire ça, c'est le questionnaire qui s'appelle STAI, State Threat Anxiety Inventory, bien sûr dans sa version française. Et donc, vous voyez ici, en fait, il y a 20 questions, il faut répondre à chaque fois entre 1 et 4, en fonction de comment vous vous sentez. Voilà. Alors, si vous mettez 1 partout, en fait, ça dépend des questions, mais grosso modo, si vous mettez la réponse d'anxiété la plus basse à chaque question, ça vous rapporte 1 point. Donc 20 fois 1, ça fait 20 points au minimum. Par contre, si vous mettez la réponse d'anxiété la plus haute à chaque question, vous avez 4, que multiplie 20, donc ça va de 20 à 80, ce questionnaire. Et ça s'interprète aussi avec une grille qui est celle-ci. En dessous de 30 points, on va dire, pas d'anxiété. De 30 à 40, l'anxiété, elle est mineure. De 40 à 50, elle est moyenne, élevée, pardon. Et enfin, au-dessus de 50 jusqu'à 80, on va dire, pour faire simple, pour arrondir, l'anxiété est sévère. Même principe que tout à l'heure. Donc, tous les participants ont rempli ce questionnaire. Ça prend 2-3 minutes. La veille de nos 6 semaines de recherche et le lendemain du jour où c'était fini. Voilà. Ils ont fait ça donc 2 fois, pré, post. Voici les résultats. Alors, vous avez un graphique qui présente le groupe qui a fait du sport en blanc, HIT, High Intensity Training, c'est ceux qui ont fait du sport. Bon, ils étaient à 52 points au démarrage. On voit ici, ça c'est le démarrage. 52 points. Et à la fin de notre étude, ils sont à 45 points. Ils ont baissé de 7 points. Les autres, ceux qui étaient sur la liste d'attente, c'est-à-dire les gens qui n'ont rien fait d'autre que leur vie de prisonnier. Donc, c'est quoi la vie de prisonnier? J'en ai pas parlé, mais vous participez aussi à la vie de l'établissement un peu. C'est-à-dire, vous avez des activités d'entretien des lieux, vous avez parfois des ateliers qui vous sont proposés. Pour certains, il y avait un emploi rémunéré. Voilà. Et puis, il y a les moments des visites aussi. La vie d'un prisonnier, c'est ça. Donc pour eux, on voit que ça baisse un peu, mais quand même beaucoup moins que ceux qui ont fait sport. Alors, quand je fais les tests statistiques, je vois des valeurs de P. Donc, je rappelle, ce qui nous intéresse, nous, c'est de trouver une valeur de P plus petite que 0,05. C'est le cas, mais seulement pour un des deux groupes, c'est celui qui a fait du sport. On a 0,002. Donc là, c'est bon. On peut dire que c'est un vrai changement. En revanche, pour l'autre groupe, effectivement, ça donne l'impression que ça a baissé de 52 à 50, mais la valeur de P est largement au-dessus de 0,05. On a 0,33. Voilà. Écoutez, là voilà, je vous ai présenté les 2 études. Maintenant, je veux juste peut-être vous dire quelques mots de conclusion avant qu'on démarre un échange. Bon, ça fait peut-être maintenant 40 ans, 35 ans, depuis les années 90 en fait, que dans le monde, on a effectivement chaque année une trentaine de recherches faites sur le modèle de ce que je vous ai présenté là. Chaque année, une trentaine, depuis 35-40 ans, donc on est à peu près à 1200 études aujourd'hui quand même, disponibles. Là, j'en ai présenté que 2 que j'ai faites ici, mais il y en a à peu près 1000 ou 1200 au total dans le monde. Mais quand même, quand on regarde la distribution géographique des pays qui ont mené ce type d'études, c'est assez inégal, puisque les pays en bleu sont les pays les plus représentés dans ces travaux. Par contre, les pays en orange, beaucoup moins, et les pays en rouge, pas du tout. Ça représente quand même beaucoup de monde. Orange et rouge. Donc, est-ce qu'on peut considérer que des résultats obtenus sur 1000 études, grosso modo américaines ou européennes, ça reflète ce qui se passe pour tout le monde? Je ne suis pas sûr. C'est un point de vue personnel, mais bon, voilà. Également, il y a des questions pour lesquelles on n'a encore pas de réponse. Pourtant, des questions importantes. Par exemple, première question. Je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des gens qui ont des troubles mentaux, on leur prescrit presque automatiquement un traitement médicamenteux. Pour les schizophrènes, c'est des antipsychotiques. Pour les anxieux, c'est un anxiolytique. Pour les bipolaires, c'est un stabilisateur de l'humeur. Bref, on prescrit des médicaments. Mais il n'y a aucune étude qui, jusqu'à maintenant, ne s'est penchée sur l'impact d'un programme d'activité physique sur la consommation médicamenteuse. Est-ce que peut-être ça ne permettrait pas de réduire la consommation de médicaments en stabilisant la personne? On ne sait pas. Pas de réponse. Également, on sait que quand les gens font un trouble
souffrent d'un trouble mental, ça augmente la probabilité qu'ils en refassent un plus tard. Par exemple, si vous souffrez d'un trouble dépressif que vous n'avez jamais fait, ça va augmenter votre, entre guillemets, chance, votre risque de 50% d'en refaire un par la suite. Et ça, c'est ce qu'on appelle la rechute. Malheureusement, on voit ça dans beaucoup de maladies mentales. Eh ben, on ne sait pas si le sport réduit ce risque de rechute. Il n'y a pas encore de recherches qui se sont penchées là-dessus. Alors qu'il y en a plus de 1000 publiées. Également, on ne sait pas si la pratique d'activité physique permet, ça c'est d'un point de vue socio-économique, de réduire le nombre de jours d'arrêt de travail chez les gens qui souffrent de psychopathologie. Ça pourrait être important pour des décideurs, pour des chefs d'entreprise de le savoir, ça. Et puis, on ne sait pas non plus, enfin, on sait assez peu de choses sur l'impact de l'activité physique sur le niveau de fatigue qui accompagne généralement beaucoup de psychopathologies. Les gens qui sont schizophrènes sont fatigués, les gens qui sont dépressifs sont fatigués, les gens qui sont anxieux sont fatigués. Est-ce que faire du sport réduit leur niveau de fatigue et augmente leur niveau de vitalité? C'est une bonne question à se poser aussi, ça. Et pourtant, personne ne se l'est posé. Voilà, donc on en est là à peu près. Voilà, moi je pense que mon temps de parole, je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai dit l'essentiel, et puis j'espère que maintenant ça va être un peu un échange qu'on va peut-être construire ensemble. Et c'est toujours délicat la première personne qui veut prendre la parole parce que les gens n'osent pas. Monsieur. Alors, merci beaucoup pour cette présentation qui est vraiment très claire et puis en merci. Plus, vous parlez de travaux qui ont été faits ici et comme j'appartiens aussi à l'EPSM, je suis tout à fait d'entendre cela. Alors c'est vrai que dans l'aspect physiologique, vous avez montré les analyses qui ont montré la sérotonine qui progressait, sauf qu'on voit que ça rebaisse une fois qu'on arrête. Oui. Et comment alors on explique l'effet de rémanence finalement par le sentiment de bien-être que peuvent ressentir les gens et plus longtemps puisque la sérotonine est revenue normale, sauf que le bien-être est encore... alors comment vous expliquez cet aspect-là, comment la rémanence de l'effet va au-delà du pic? Mais je comprends ce que vous dites. En fait, j'en ai pas parlé, mais il y a des paramètres d'entraînement qui doivent être suivis pour que ça fonctionne. Et un de ces paramètres, c'est répéter au moins 3 fois par semaine l'activité physique. Si on ne fait pas ça, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a des travaux qui montrent, par exemple, 1 fois ou 2 fois par semaine de l'entraînement physique. Il n'y a pas d'effet majeur, ou même pas d'effet du tout, sur l'amélioration symptomatologique des gens souffrant de troubles anxieux ou de troubles dépressifs aussi. Il y a des études qui montrent ça. Et donc, vous avez tout à fait raison de le signaler. C'est important d'être honnête avec les gens. C'est OK, on vous engage dans un processus d'accompagnement avec de l'activité physique. Par contre, soyez prêts à ce que ça soit un peu contraignant. C'est-à-dire que vous venez au moins, alors peut-être pas tous les jours, sauf si on décide de faire une période courte, comme ce que nous, on a fait à l'EPSM, 10 jours tous les jours. Les gens, ça leur semble à peu près réalisable. Mais si on fait un programme sur plusieurs semaines, il faut leur dire, vous venez 3 fois par semaine, par contre. Alors, il faut être là. Parce que si on n'est pas là, les gens ne viennent pas. Les gens ne font pas d'eux-mêmes. Mais c'est une contrainte. Oui, je vois. Alors, est-ce que peut-être je peux commencer à vous poser des questions? Je ne sais pas si vous m'autorisez à faire ça. Alors, je vais vous en poser juste avant. Alors. Ok, allons-y. Oui, juste avant. C'est par curiosité, j'étais vraiment intéressé par vos propos. Merci, c'est gentil. Et du coup, je me pose une question sur l'excès de sport. Ah, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que cet effet bénéfique que vous évoquez, ça marche toujours? Non. Ou est-ce qu'à un moment donné, on a une espèce de plafond et à partir duquel ça m'arrangerait personnellement que c'était pour la boutade, mais voilà, est-ce que vous savez s'il y a effectivement c'est connu. À un moment donné Oui. Plutôt qu'un bénéfice, bien sûr. On a un risque. Évidemment. En fait, c'est très paradoxal, mais les gens, par exemple, qui sont sportifs et qui souffrent de troubles dépressifs, il y en a beaucoup. Pourquoi? C'est souvent parce qu'ils sont en situation de surentraînement sportif. Et voilà. Et un des signaux
qui se déclenchent en premier, pour un sportif qui serait en situation de surentraînement sportif, c'est les symptômes dépressifs. C'est-à-dire la perte d'énergie, l'incapacité à profiter de la vie, le fait d'avoir un discours négatif sur soi. J'y arrive pas, de toute façon, je vois bien, je progresse plus, et puis ça sert à quoi que je continue. Vous voyez, des symptômes de dépression, on les voit. Il y a une étude hongroise qui est parue il n'y a pas très longtemps, on les voit chez 37% des sportifs qui s'entraînent pour faire de la compétition, sachant que la prévalence, c'est plutôt 18% dans la population générale. Donc c'est 2 fois plus. Et pourquoi ? Parce que eux, c'est paradoxal, mais ils font trop de sport en fait. Et je vous disais, il y a vraiment des paramètres d'entraînement qui doivent être respectés pour que ce que je vous ai présenté fonctionne. C'est globalement, on va dire, 2 à 5 séances par semaine. 2, ça marche parfois. 1, c'est sûr, ça marche pas. 2 à 5 séances par semaine. 15 minutes à 45 minutes, intensité modérée. Là, ça marche. Par contre, les sportifs de niveau, je peux vous dire, moi j'étais invité, il y avait une table ronde justement pour les SISM sur la psychiatrie du sport. Donc on s'intéressait aux gens qui sont sportifs, mais qui déclenchent des troubles psychopathologiques. Donc les troubles psychopathologiques les plus courants chez les sportifs, c'est les troubles dépressifs, à cause du surentraînement, c'est les troubles des conduites alimentaires, surtout le type anorexique, puisqu'il y a plein de sports dans lesquels il y a des catégories de poids, ou plein de sports dans lesquels il y a aussi une idée que pour être performant, il faut être très maigre, le triathlon, les courses de longue distance, etc. Et il y a aussi des cas documentés en grand nombre de schizophrénie, sachant que la prévalence de la schizophrénie, c'est plutôt 1% dans la population générale. On a, chez les gens qui se dopent, surtout aux stéroïdes anabolisants, 9 à 15% de gens qui déclenchent des schizophrénies. Donc on a toute une discipline à part entière qui s'appelle la psychiatrie du sport, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, pas en France, et qui s'intéresse à cette population particulière des gens qui font trop de sport. Et faire trop de sport, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, là, par exemple, sur la table ronde dont je vous parlais, il y avait des cadettes qui sont au triathlon, qui sont des futures championnes de triathlon. En tout cas, elles sont entraînées pour ça. Elles sont en section sport-études à Reims, sous la houlette de Loïc Janson qui les entraîne au triathlon. Elles s'entraînent déjà entre 20 et 25 heures par semaine. Vous voyez ? Vincent Luis, que je connaissais personnellement, puisqu'il s'est entraîné longtemps à Reims, un triathlète qui a été aux Jeux Olympiques, qui a fait une fois 4e, une fois 12e, bon, un très très bon moins. Maintenant, il est en fin de carrière. Lui, il s'entraînait 35 heures par semaine. Donc oui, vous avez un risque, c'est paradoxal, hein, mais de créer, en faisant trop de sport, de vous créer des symptômes de dépression. Ce qui est totalement antinomique avec ce que j'ai présenté. Maintenant, quand même, je vous rassure, je ne sais pas si ça vous rassure, mais il y a quand même beaucoup plus de gens totalement sédentaires que de gens qui sont en excès de pratiques sportives. Oui. Voilà. Oui, monsieur Huel. Je demandais encore. Avec plaisir. Par rapport à ce que vous avez abordé peut-être un peu rapidement, c'était l'effet, je dirais presque communautaire quelque part. Oui. Vous disiez, quand vous avez fait votre exercice, est-ce que les gens étaient ensemble, en groupe, ou isolés, vous avez étudié de façon isolée? Est-ce que le fait d'être en groupe n'est pas un facteur qui favorise finalement l'amélioration de l'estime de soi, et ainsi de suite, et est aussi finalement aussi important peut-être bien sûr par rapport à l'effet physiologique? Moi j'y crois de façon à la fois personnelle, parce que je l'ai vécu avec les groupes que j'ai animés, mais aussi documenté scientifiquement, parce que vous avez vu dans la première étude que j'ai présentée à l'EPSM, il y avait un groupe de sport placebo. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas de sport en fait, ils faisaient des étirements, mais en groupe. Finalement, il y avait quoi? Il reste quoi si on ne fait pas de sport et qu'on se retrouve en groupe? Il reste que l'aspect groupe. C'est-à-dire le premier groupe qui a fait du vrai sport avec de l'activité physique à intensité assez élevée sous ma supervision, ils faisaient et du sport et ils étaient en groupe, alors que le groupe placebo, il n'y a que l'aspect groupe en fait. Et on voit que dans ce groupe de sport placebo, donc pour lequel il n'y a que les effets de groupe comme vous évoquez, il y a eu quand même une baisse des symptômes d'environ 25-30%. Et une baisse statistiquement significative, néanmoins inférieure à celle qu'on observe chez ceux qui font de l'activité physique. C'est pour ça que je disais que l'effet net, entre guillemets, l'effet net, quand on fait la différence entre ces deux groupes, de l'activité physique seule, quand j'enlève l'effet du groupe, c'est la différence entre 47 et 25%, c'est-à-dire 22%. Donc c'est quasi autant l'effet groupe que l'effet sport. Oui, on pourrait dire ça comme ça. Alors, il faudrait répéter cette recherche de façon plus importante sur des échantillons plus grands dans d'autres pays. Je le rappelle, parce que je trouve qu'on n'a pas assez de...
on n'a pas assez externalisé encore hein, les travaux de recherche, on ne les a pas assez internationalisés. Mais oui, il y a fort à penser qu'il y a un effet groupe qui de toute façon intervient. Moi je le vois clairement quand on est en groupe, les gens inévitablement ils se mettent à discuter très vite, dès le début. Ce qui est d'ailleurs plus compliqué à faire quand vous êtes dans une relation de face à face en psychothérapie avec quelqu'un, les gens mettent longtemps avant de se libérer et de commencer à parler. Et comme bizarrement quand on fait du sport, qu'on est côte à côte, ça change tout déjà. On n'est pas en face de quelqu'un, on est à ses côtés. Et puis on fait un truc qui n'est pas tellement menaçant en réalité, on ne parle pas de soi, on n'est pas là pour parler, on sait qu'on n'est pas là pour parler de soi, on est là pour faire du sport, donc c'est léger. Et quand c'est léger, les gens se confient mieux, et plus spontanément, plus vite. Donc oui, bien sûr, il y a cet effet groupe, oui. Est-ce que l'intensité de l'exercice a un effet aussi? Oui, il faut faire de l'intensité modérée ou vigoureuse. Il y a 6 familles d'intensité. Donc il y a très léger, léger, modéré, vigoureux, très vigoureux maximum. Il faut être sur modéré et vigoureux, ça marche bien. C'est ce que les méta-analyses, c'est des ensembles c'est des études qui font une synthèse en fait. D'ailleurs, je vous en présenterai peut-être une à la fin. Je crois que j'en ai pris une, je suis pas sûr. En tout cas, il y a des méta-analyses. Une, la plus récente, qui est sortie, dit ça. C'est-à-dire qu'il faut faire de l'activité physique entre 2 et 5 fois semaine, 20 minutes grosso modo jusqu'à 40 minutes, 45 minutes, d'intensité modérée ou vigoureuse, mais pas léger, ni très léger, et pas très vigoureuse, ni maximum. Voilà. Tout est dans la modération comme dans beaucoup de choses. Je suis d'accord. Oui, Clémence. Des études sur les personnes qui ont une addiction. Oui, il y a des recherches là-dessus, évidemment, oui. Il y a des personnes qui, effectivement, développent une addiction, et c'est lié, en fait, au circuit de la récompense sur le plan cérébral, de la même manière que l'addiction à un toxique, alcool, cigarette, cannabis, cocaïne. Les mêmes mécanismes rentrent en ligne de compte. C'est le neurotransmetteur de la dopamine qui est stimulé par en fait des efforts physiques violents. Par contre, il faut que les efforts physiques soient répétés et d'intensité. Par contre, pour le coup, au moins très vigoureuse au maximum. Parce que quand c'est le cas, il se passe une réaction qu'on a tous quand on subit un traumatisme physique brutal, dur, c'est une libération de ce qu'on appelle des endorphines, ce qui vont anesthésier un petit peu la douleur. Et on sait que la libération d'endorphines contribue à augmenter la production de dopamine qui, elle, est le propre du circuit de la récompense, en fait. Et c'est comme ça que se met en place l'addiction. Mais oui, c'est documenté, il y a des gens qui sont addicts. Alors encore une fois, je le répète, il y a beaucoup moins de gens addicts au sport. On estime que c'est à peu près 2 à 4% de la population générale qui sont addicts au sport. Et par contre, il y a 80-85% de gens qui ne font pas assez de sport. Alors peut-être, c'est la question que je voulais vous poser. Alors peut-être je me permets de vous la poser maintenant. À votre avis, quelle est la dose recommandée d'activité physique par semaine selon l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, ou la Haute Autorité de santé en France? 30 000 par semaine. Oui, c'est à peu près ça, oui. En fait, ça dépend de l'intensité à laquelle on fait, mais si on veut faire simple, on ne peut retenir que 30 minutes par jour d'activité physique modérée. Ça fait à peu près 150 minutes si on exclut le week-end, donc c'est ça qui est recommandé. Si par contre on décide de faire de l'activité physique plus intensivement, donc généralement c'est au-delà de 6 mètres, alors ce qu'on appelle un mètre, c'est le multiple du métabolisme de repos. Quand je fais rien, je suis debout, je suis assis, on dépense 1 mètre. Voilà. On peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de mètres. Hein. Il y a des gens qui vont à 20, 24 mètres, 25 mètres. Alors, comment on multiplie comment on fait pour se repérer en fait? Bon, il y a des tableaux sur Internet qui vous permettent de voir pour quelle activité, à quelle intensité ça correspond à quel nombre de mètres. Mais pour faire simple, si je prends une activité de déplacement à pied, l'allure à laquelle vous allez, ça correspond au nombre de mètres. Donc si je marche à 5 km/h, je dépense 5 mètres. Si je marche à 10 km, enfin c'est pas de la marche, c'est de la course, à 10 km/h, c'est 10 mètres. Et on va considérer qu'une activité physique intensive, c'est au-dessus de 9 mètres. Modérée, c'est de 6 à 9. Donc, si vous voulez faire 30 minutes par jour, il faut que ce soit entre 6 et 9 mètres. Donc, la marche rapide, 6 km/h, c'est déjà assez rapide. Hein. C'est comme si vous étiez en retard. Oui.
Et si par contre vous voulez courir, à partir de 9-10 km/h, généralement on se met à courir, vous pouvez faire uniquement 60 minutes par semaine, c'est bon aussi. L'OMS dit on peut remplacer ces 150 minutes d'activité physique modérée, c'est-à-dire 5 fois 30 minutes, par 3 fois 20 minutes ou 2 fois 30 minutes d'activité intense. Par contre, donc là, il faut courir. Hein, par contre, ou faire d'autres sports intenses, nager sans s'arrêter, le crawl. Qu'est-ce que je peux vous citer d'autre? Porter des, ça peut être de l'activité physique de tous les jours. Porter des cartons dans un déménagement, montant les escaliers, jardinage, les feuilles en ce moment qui tombent, etc. Bah écoutez, je sais pas. Si vous avez... Est-ce qu'il y a des études qui sont intéressées à l'activité physique comme prévention? Oui, il y en a. Et qui montrent également un effet préventif de l'exercice physique sur différentes psychopathologies. Alors, les troubles anxieux, les troubles dépressifs, mais aussi les troubles neurocognitifs, c'est-à-dire, grosso modo, maladie d'Alzheimer, troubles démentiels. Un effet sur les troubles de la personnalité, un effet prévention sur les développements de troubles de personnalité, donc les personnalités schizophréniformes, les personnalités borderline, les personnalités antisociales. Voilà, il y a un effet préventif de l'activité physique par rapport au développement de caractère comme ça. J'en oublie. Et bien sûr, les schizophrénies, les troubles psychotiques. Donc voilà. Peut-être s'il n'y a pas d'autres questions, on met un terme à cette soirée qui était très agréable. Je vous remercie de votre attention et puis la pertinence de vos questions. C'était très, très intéressant. Merci.